parlante. Le programme a été commercialisé. Si vous Ce avez qu'on vu ne Black veut Mirror, pas non plus. Donc il y a des apprentis sorciers qui vont très loin. C'est pour ça que je parle d'éthique. Attention à ce qu'on va faire. Et je parle de coévolution humain-machine. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces systèmes si on vit avec des systèmes comme ça? Et bien entendu, on fait très attention, mais des systèmes comme ça peuvent arriver. Donc il faut éduquer. Il faut éduquer sur quels seraient les effets secondaires de cela. Les effets secondaires, on en a déjà. Si vous regardez les GPS, les conducteurs de taxis londoniens qui n'utilisaient pas les GPS avaient un hippocampe, une zone de mémoire plus développée que des gens qui utilisent un GPS. Donc on peut être modifié aussi physiologiquement à cause de l'utilisation de ces machines. Il faut faire attention à la paresse, faire attention à déléguer trop à ces systèmes. Et donc il va falloir apprendre à vivre au mieux pour les compétences que nous apportent ces machines et pas en dépendance. Le point commun à tout ce que vous décrivez, que ce soit ce dont on parle depuis tout à l'heure, qu'il s'agisse du chatbot de Microsoft qui dit j'aime les nazis, qu'il s'agisse de la voiture automatique qui repère un enfant qui court sur la route, ou qu'il s'agisse d'un programme de minage de big data, d'astrophysique qui disent ah ben à tel endroit j'ai repéré une supernova. Tous ces objets-là, l'enfant, le nazi, la supernova, l'ordinateur n'a aucune conscience de ce que c'est réellement, de ce que ça désigne, de ce que ça représente. Ma question, Benjamin Bayart, est-ce qu'il est envisageable, à un moment donné, est-ce que vous pensez qu'il est possible, loi de Moore ou pas loi de Moore, de faire accéder aux ordinateurs au signifié d'une façon ou d'une autre? Schématiquement, de ce que je sais moi comme informaticien et ayant un petit peu de culture à côté, la réponse serait non. Et en fait, ce qu'on sait faire avec des ordinateurs, avec des méthodes ou bien très simples ou bien très complexes, si vous arrivez à me donner un modèle mathématique de ce que c'est que l'intelligence, on finira bien par savoir le calculer. Il faudra peut-être un ordinateur qu'on ne sait pas encore construire à moins de X milliards d'euros, mais si vous me donnez une formule mathématique, on saura bien le calculer. Tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait même pas expliquer, même en termes non mathématiques, ce que c'est que de l'intelligence. On a dit, à une époque, jouer aux échecs, c'est de l'intelligence. Alors on a mis en équation les échecs, mais on n'a pas mis en équation les mathématiques. On a dit jouer au Go, il faut être très intelligent pour gagner contre un champion de Go. Alors on a mis en équation le Go. Mais c'est le Go qu'on a mis en équation, pas du tout l'intelligence. L'intelligence, si on va discuter du côté de chez les psys, etc., ils vont dire mais il y a plein de choses là-dedans. Il n'y a pas du tout que la reconnaissance de forme et la capacité à comprendre un texte. Il y a toute la capacité d'empathie, la notion de volonté. Il n'y a pas d'intelligence s'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas d'intelligence s'il n'y a pas d'incorporation. On a besoin d'un corps pour être intelligent, sinon ça n'a pas de sens. Et tout ça n'a aucun sens pour le moment en termes informatiques. Et donc, en fait, la question n'est pas est-ce qu'on est capable de programmer une intelligence avec un ordinateur? La question est est-ce qu'on est capable de donner un modèle mathématique de ce que c'est que l'intelligence? Et pour le moment, la réponse est non. C'est pas une question de puissance des ordinateurs. C'est pas dans ce secteur-là de la recherche que ça va se passer. J'en pense. Je suis à la fois en gros d'accord, à la fois pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord d'abord sur le fait de la puissance des ordinateurs, c'est indispensable, mais c'est pas la seule chose. De la même manière, les données, c'est indispensable, c'est pas la seule chose non plus. Il y a la recherche derrière. Donc pour que l'IA marche, il faut qu'on fasse des recherches. On est encore très loin d'être là où on veut aller. Maintenant, le signifier, je suis assez d'accord sur l'histoire de la modélisation. On se pose un problème, on le modélise plus ou moins mathématiquement, et après on essaie de le résoudre. C'est la même chose qu'on fait en physique, la même chose qu'on fait en n'importe quoi. Et donc effectivement, pour faire des progrès, il faut arriver à modéliser le problème de manière un petit peu plus intéressante, dans lequel le signifié, par exemple, puisse prendre une place à l'intérieur du modèle, et ensuite construire des algorithmes qui vont permettre d'élaborer ce modèle à partir de données. De toute façon, il y a du progrès. Quand je dis que les labels étaient simplement symboliques, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui travaillent évidemment sur la sémantique, sur la relation, par exemple, entre le texte et l'image et des choses comme ça. Donc ça va arriver petit à petit, mais c'est pas simplement vous achetez un ordinateur de plus en plus gros, de plus en plus quantique, de plus en plus machin, et puis ça va arriver bouffe comme ça. Il faut des recherches pour arriver à comprendre ce qu'on fait et à comprendre les problèmes qu'on veut modéliser pour pouvoir les résoudre. Et donc je vous rejoins un petit peu là. Laurence de Villers, sur cette même question? En fait, c'est comme l'avion. L'avion, il bat pas les ailes. Il fait une fonction autre pour le faire voler. Et ben là, on fait des machines qui ont rien à voir avec l'humain et qui font des capacités, qui performent autour de capacités humaines. Quand on regarde ce que c'est que le deep learning, ces réseaux de neurones. Moi, j'ai fait ça pour ma thèse en 92. C'est pas nouveau. Maintenant, on a des stratégies bien plus optimisées et des tas de ruses très très bien. Ok, pour aller plus loin et être plus performant. Et on mouline grâce à la loi de Moore, avec ces processeurs qui vont très vite, on est capable de faire des choses. Moi, mes systèmes que je faisais dans les 92 mettaient 1 mois pour faire décodage d'un signal audio en son phonème.
C'était pas brillant. Non, ça marche, hein, rien du tout. Et on peut mettre énormément de données dedans. Donc on peut aller beaucoup plus vite dans ces cadres-là. Mais si vous regardez ce qui est codé dans la machine, ce sont des matrices de chiffres, totalement boîte noire. On ne sait pas ce que c'est. Alors on peut aller plus loin, on peut se dire c'est encore plus performant, on n'aura jamais tout vu. Donc ces systèmes, il faut les encadrer par une espèce de compréhension de ce qu'il faut. Si je peux me permettre, c'est pas entièrement vrai. Il y a effectivement un aspect boîte noire dans ce qu'est deep learning aujourd'hui. Donc le deep learning, c'est le machin à la mode pour l'apprentissage. Et donc c'est des réseaux de neurones avec plusieurs couches et un nombre de couches de plus en plus important, dans lequel il y a un petit aspect biomimétique quand même, parce que les gens qui les ont développés y croient plus ou moins que ça ressemble à ce qui se passe dans la tête, de manière plus ou moins naïve, je sais pas. Mais il y a aujourd'hui des gens qui n'essayent pas d'avoir juste ces boîtes noires sur lesquelles on tweak des paramètres à la main comme ça, mais qui essaient de réfléchir pour leur donner de la structure. Et dès les années 90, quand Yann LeCun et ses collègues ont développé les réseaux dont parle de Laurence, ils faisaient déjà des structures beaucoup plus compliquées qui étaient déjà utilisées pour lire, je sais pas, 30% d'échecs aux États-Unis. Donc il y a un côté boîte noire tout à fait clair, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent à trouver de la structure là-dedans pour pouvoir résoudre des problèmes de plus en plus complexes. On a parlé de biomimétisme. Est-ce que on en est, alors répond qui veut, est-ce que on en est aujourd'hui dans le développement de l'informatique et de l'intelligence artificielle, là où Clément Ader en était lorsqu'il essaye de faire un avion qui ressemble de facto à une chauve-souris ou à un oiseau qui bat des ailes? Est-ce qu'on va arriver à un autre moment à s'éloigner du biomimétisme, à faire de la bio-inspiration pour trouver d'autres formes de connexion qui ne soient pas juste la décalque imaginaire, comme le disait Jean Ponce, d'une forme de structure cérébrale humaine? Benjamin Bayard. Non. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des problèmes dont on dit ça, il faut quand même être très intelligent pour les résoudre, on les fait résoudre par un ordinateur parfaitement idiot, et du coup, les humains ne traitent plus ces problèmes-là. Trouver véritablement le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est extrêmement compliqué. En général, on prend le chemin habituel, pas trop mauvais quand on le fait tout seul. L'ordinateur, lui, il est capable de trouver des trucs très bizarres, ce qui fait les chemins tout bizarres que fait le GPS et qui fait marrer tout le monde. La question là-dedans, c'est que quand on arrête de faire ça pour faire joujou et qu'on s'en sert de manière un peu plus sérieuse, je prends un exemple, si vous avez vu l'émission de Cache Investigation qui, entre autres, parle de Lidl et de ce qu'on appelle la commande vocale pour les gens qui préparent les commandes. C'est-à-dire que tel magasin dit, moi il me faut 3 cajots de ci, 2 cajots de ça, 2 paquets de ça. Puis il y a quelqu'un dans l'entrepôt qui prépare la commande du magasin, qui fait une palette et qui met un film autour et ça partira par camion. Le problème le plus compliqué, c'est comment me promener dans l'entrepôt, dans le chemin le plus court possible pour prendre tous les colis, faire la palette. Et ben ça, on l'a confié à un ordinateur parce que pour un ordinateur, c'est un problème trivial. En revanche, le problème qu'on n'a pas envie de traiter, c'est comment faire pour soulever les colis, les poser comme il faut sur la palette, pour qu'on puisse faire un film. Et ça, ce sont les humains qui le font. Et donc, toute la partie où il fallait réfléchir un peu à comment est-ce que je vais faire mon trajet, c'est l'ordinateur qui s'en charge. Et le travail le plus débile, qui consiste à porter les cajots et à se faire mal, c'est l'humain qui le fait. Et en fait, l'humain passe sa journée à répondre aux commandes d'un ordinateur. Et ça, c'est bien un élément intéressant. C'est-à-dire qu'on a pris l'aspect intelligent d'une question, on a trouvé comment le traiter informatiquement, et donc on s'est dit on va le traiter informatiquement, et du coup, c'est cool, il y a plus ce travail-là à faire, on peut devenir paresseux. Eh ben non. En fait, à la place, on s'en est servi pour transformer des gens en quasi-robots. Non, mais c'est aussi... Et c'est vachement caricature quand même, là, attendez. Les gens travaillent sur le problème des robots qui mettent des pièces sur des palettes depuis les années 60. C'est caricatural et faux. Le problème, la raison pour laquelle ça n'a pas été fait pendant longtemps, c'est que c'est difficile. C'est facile pour quelqu'un de prendre une palette sur une pièce sur un tas de pièces, d'aller le mettre sur la palette. Pour le robot, il faut qu'il comprenne où est la pièce, dans quelle position, qu'il aille le chercher, qu'il attrape l'objet, ce qui est très difficile. Ensuite, qu'il aille le poser, etc. Mais ça, c'est en train, les robots qui vont mettre des machins sur des palettes, c'est en train d'arriver dans les usines quand même, faut pas... Mais par contre, il faut aussi se rendre compte que le robot auquel vous pensez comme le robot intelligent, ça n'existe pas. Si vous voyez des vidéos d'Atlas sur YouTube qui fait des pirouettes et des machins comme ça, c'est Boston Dynamics, c'est des machines formidables, mais qui ont des comportements locaux automatisés, mais qui sont sinon globalement téléguidés. Moi, j'aurais réinsisté sur ce sujet-là parce que effectivement, donc pour moi, c'est effectivement les robots qui vont mettre sur les palettes, c'est en train d'être fait. Et puis on met aussi des exosquelettes pour que des humains puissent être moins en charge. Donc c'est pas cette problématique-là qu'il faut voir. C'est justement le bluff qui existe dans les médias avec des systèmes où on fait penser qu'ils sont très intelligents. Sophia de Hanson Robotics, par exemple, c'est un robot censé converser qui était présenté à l'ONU comme étant un robot capable d'interagir avec des humains et des politiques et qui est téléopéré. C'est une marionnette. Donc
regardez, Yann Lequin en parlait beaucoup dans les réseaux, c'est aberrant de voir ça. En plus, ce robot-là, on lui a donné la citoyenneté d'Arabie Saoudite. Il est voilà, c'est ridicule. Donc, je ne sais pas pourquoi ce genre de choses arrive. Ça me cite